Le coup de marteau. Le coup de marteau avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, petit pas de côté, vous sentez une veine littéraire. Oui, un petit peu, sans aucune prétention, bien entendu. Oui, je voudrais parler de l'histoire du roman régionaliste. Alors, c'est quelque chose qui est un peu inconnu pour les Parisiens et qui est très, très, très connu dans nos territoires ruraux. Donc, il y a un lien, bien évidemment, avec la défense de la ruralité. Bien sûr. Donc, on va placer ça un peu historiquement. Donc, la France est une nation paysanne avant la révolution industrielle de 1830-1840, une France heureuse ayant vaincu les famines, où une certaine prospérité s'installe qui rend nos campagnes avec la fin de la verticalité des droits divins au fil de l'impérialisme de Napoléon III et du début de la Troisième République, avec des valeurs simples mais authentiques de paysans qui nourrissent la nation, mais qui aussi véhiculent des vertus telles que l'opiniâtreté, le sens de la famille et l'attachement aux traditions. Donc à partir de ce moment-là, arrivent deux orientations principales pour parler de cette ruralité. Alors deux orientations principales qui sont le catholicisme et le traditionnalisme avec par exemple René Bazin, et son roman La Terre qui meurt, qui parle de la désertification des campagnes, le drame du déracinement, des problèmes de l'urbanisation. Puis ensuite Ça c'était vient, quand? C'était quand c'est fin du 19e Ah siècle. oui, donc déjà, oui. Oui, donc là, on est 1899 exactement. Et là, donc là, on se retrouve avec le laïc et progressiste Henri Guillaumin. Donc là, c'est l'autre courant du roman régionaliste, avec la vie d'un simple parlant, d'un simple qui parle de la vie d'un métayer bourbonnais. C'était les écrivains paysans en quelque sorte. Le roman régionaliste, c'est les écrivains paysans. Et donc, ce Bourbonnais qui avait 3 vaches et quelques arpents de terre évoque aussi son dur métier, mais évoque aussi la condition sociale. Donc c'est un peu l'émergence un peu du socialisme avant l'heure. Et dès lors, on met en valeur tous ces romans régionalistes. Et il ne faut pas oublier que dès, par exemple 1911, 56% de la population française est rurale. Et donc, nous sommes aujourd'hui avec quasiment 23 millions en 2024. Nous avions 23 millions de ruraux en 1911. Donc, le nombre de ruraux n'a pas augmenté hein, et il est passé quand même 100 ans, entre-temps, plus de 100 ans. Et il faut savoir que c'était à ce moment-là, en 1911, c'était 8,7 millions de cette même population rurale qui était dans la paysannerie, qui travaillait pour l'agriculture. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce nombre-là, mais c'était quand même extrêmement important. Et donc, arrive 1914, où on paie un lourd tribut pour défendre la nation. Les ruraux et les paysans sont les premiers à tomber. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans chaque commune, dans les 36 000 communes, le nombre de litanies, de noms sur les monuments aux morts. Et on voit bien que le roman régionaliste, qui a un but d'abord, hein, le but du roman régionaliste, c'est de réveiller la province face déjà à la suprématie parisienne et ses projets idéologiques contestés. Bien entendu, puisque là, l'industrialisation arrive et on se retrouve donc avec tous ces problèmes, toutes ces vies qui s'entrechoquent. Donc l'entre-deux-guerres renforce le roman régionaliste. Maurice Jonebois, par exemple, avec Rabiolo, qui retranscrit la vie d'un bûcheron sologno passionné de braconnage. Et qui émerge déjà, nous avons des grands écrivains comme Jean Giono, avec Colline en 1929, qui mêle faits réels et surnaturels de nos vies campagnardes. Oui. Et arrive, bien entendu, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de ce moment-là, le régime de Vichy s'accapare l'idéologie de la ruralité, en quelque sorte, et puisqu'on impose la vision politique tournée vers les valeurs du travail, de la famille et de la Eh patrie, oui. et Ça devient un tabou. Ouais. malheureusement, Henri Pourrat, qui était le grand maître du roman régionaliste, Lambertois, hein, donc l'Auvergnat, se laisse séduire par cette idéologie-là. Il avait écrit quelques années auparavant Gaspard des Montagnes, et il tombe malheureusement dans le piège. Il invite le maréchal Pétain à Ambert pour visiter le moulin Richard Debat, qui
qui est encore en vie aujourd'hui avec des nouveaux repreneurs. Et malheureusement, il est décoré de la Francisque. Et ce qui fait que ça met de suite le roman régionaliste Ouais. trop proche des idées de Pétain. Et là commence la longue traversée du désert, surtout qu'arrive derrière la littérature parisienne, hein, le nouveau roman, l'existentialisme sartrien, Mmh. ou les hussards de la littérature de Blandin et de Roger Nimier. Et surtout, il y a la montée du Parti communiste français dans une France d'après-guerre, défenseur du monde ouvrier, opposé au système paysan, trop attaché, selon eux, à la propriété, Ouais, trop et qui, enraciné. et oui, bien sûr, et qui finit de reléguer le roman régionaliste aux oubliettes pendant des décennies. Et il n'a fallu que ce roman régionaliste renaisse que en fin des années 1990, grâce à Pierre Bergouillou et Richard Millet, mais surtout c'est l'école de Brive avec Claude Michelet. Claude Michelet qui a été celui qui a porté haut et fort les valeurs du roman régionaliste, avec Michel Péramore ou Denis Tillignac, Oui. renaissait le roman régionaliste, sachant que dans les années 70 naissait aussi l'association des écrivains et artistes paysans. Donc les héritiers de Lucien Gachon, Émile Guillaumin ou Michel Morette ont pu, et grâce à eux, on sait qu'aujourd'hui, le roman régionaliste se porte très bien, malgré que la presse, malgré que la presse n'en parle pratiquement Mmh. jamais, que nous n'avons jamais d'émission télé pour en parler. Mais pour autant, vous avez un écrivain comme Christian Signol, lotois et corrézien de cœur, qui vend jusqu'à 3 millions d'exemplaires à l'heure actuelle. Ouais. Et nous avons des auteurs qui sont extrêmement attachés au cycle des saisons, aux forêts et aux rivières, au monde naturel. Et vous avez des écrivains comme Christian Laborie, Marie Bernadette Dupuis, Jean-Paul Malaval et même Aimé Césaire, qui était un écrivain régionaliste, tout comme le fut au milieu du XXe siècle un certain Marcel Pagnol. Ah bah, bien Et sûr. donc, et donc aujourd'hui, nous avons un lectorat fidèle au roman régionaliste, et je voulais faire cette chronique pour leur tirer mon chapeau parce que grâce à eux, la campagne, nos traditions se perpétuent, et nous avons quand même des écrivains de talent. Et Paris ne se résume pas qu'à Paris, mais la province vend aussi bien des livres et sait très bien écrire aussi. C'était très bien de le rappeler. Merci beaucoup, Pascal Pointu. Puis je dirais même, je pense qu'il y a un sursaut aujourd'hui, une volonté de renouer avec ces racines régionales qui sont peut-être aussi une réponse à une désidentité, hein, de notre société actuelle. Merci beaucoup. Il fallait le faire. Merci, Pascal Pointu.